À un port de Port Orford, Dorway Orford, vent froid et lumière de quai ont regardé comme une cage de métal rouillé et raclée à travers le béton mouillé vers l'eau noire. Le rire a suivi. Les téléphones ont été levés. Quand la cage s'est arrêtée, un K9 blessé a été laissé exposé sur le sol glissant, les côtes apparentes, les yeux comptant encore chaque mouvement. Personne n'est intervenu. Ils n'ont pas remarqué l'homme silencieux debout à quelques pas, immobile comme un poteau, regardant de trop près. Ils ne savaient pas que son silence était forgé par la guerre, et ils n'avaient aucune idée que le chien qu'il se moquait avait une fois servi à ses côtés. Avant que nous commencions, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire vous émeut, veuillez vous abonner pour plus. Port Orford, Oregon. Fin d'après-midi quand le vent du Pacifique coupe latéralement et porte le sel assez profond pour piquer les lèvres, quand l'odeur du quai de Varesh, diesel et vieux sang de poisson trempé dans le bois, qui a vu de meilleures décennies. Le ciel est d'acier pâle, pas d'orage, pas de pardon, juste là. Et le béton le long de la marina est glissant avec l'embrun, et le ruissellement assombri par endroits où l'eau refuse de sécher. Une cage en métal a raclé à travers cette surface mouillée, avec un son qui a fait tourner les têtes pour la mauvaise raison. Un cri strident et grinçant de barres rouillées traînées par des mains qui ne se souciaient pas de ce que le bruit signifiait. À l'intérieur de la cage gisait Boone. Boone était un Malinois belge, 5 ans, construit pour la vitesse et l'obéissance, le genre de chien façonné par le but plutôt que le confort. Son pelage fauve, autrefois net et brillant, était terni maintenant sous un revêtement noirci de sel, d'huile et de négligence. Poils agglutinés et inégales là où il avait été frotté à vif. Ses côtes pressaient visiblement contre une peau amincie, pas fragile, mais exposée comme une armure enlevée trop tôt. Le long de son cou, sous des poils emmêlés, couraient de légères abrasions de cordes, des anneaux pâles comme le fantôme d'un collier qui avait été tiré trop fort trop longtemps. Une oreille portait une cicatrice étroite le long du bord, propre et ancienne. Le genre gagnait au travail plutôt que par la cruauté. Les pattes de Boone étaient immobiles, serrées sous son corps, les muscles enroulés mais retenus, et ses yeux, ambre foncé, fixes, douloureusement alertés, traquaient le mouvement, non pas avec panique, mais avec calcul, comptant les pieds, mesurant la distance, la façon dont un K9 fait quand la survie a remplacé l'attente. Il n'a pas aboyé, il n'a pas gémi. Il avait appris que le son invitait la douleur. La cage a tressauté alors qu'elle était tirée de nouveau, le métal claquant, et une épaule a projeté Boone contre les barres. L'impact a tiré une inspiration nette de quelque part dans sa poitrine, mais il n'a toujours fait aucun son. Autour de la cage se tenaient Evan Wexler et 3 amis, tous au début de la vingtaine, propres d'une manière qui suggérait l'argent plutôt que le soin. Evan était grand et aux épaules larges, sa carrure entretenue par des salles de sport avec miroir plutôt que par le travail. Cheveux blonds coiffés juste assez désordonnés pour paraître délibérés. Un coupe-vent encore net malgré l'air humide. Son visage portait une confiance facile qui n'avait jamais été sérieusement remise en question, les yeux froids, amusés, habitué à ce que les pièces se réorganisent pour lui. Il tenait son téléphone à quelques centimètres des barres, enregistrant, cherchant une réaction. Un des autres, plus court et nerveux, a tapé la cage avec sa jointure. Ting-ting. Le son a traversé le vin. Boone a tressailli malgré lui, les muscles se contractant, et le rire a éclaté fort et performatif. Un autre a donné un coup de pied à une bouteille en plastique à moitié vide contre la cage, la regardant cliqueter et tourner. Yvonne a souri plus largement, se penchant. « Regardez ça, a-t-il dit, voix claire, désinvolte. Il lui reste encore un peu de combat. » Il a glissé un pied sous la cage et l'a traîné d'un pouce de plus. Le métal a crié de nouveau.
C'est à ce moment-là que Luke Merritt est entré au bord du cadre. Luke avait 34 ans, grand d'une manière qui ne cherchait pas l'attention, mince mais dense en muscles, la carrure d'un homme qui avait appris à porter du poids sans l'annoncer. Il portait des fils de type uniforme de travail bleu marine en vert et marron atténué. Manches baissées, velcro nu et vide. Pas de nom, pas de grade, pas d'unité, bottes couleur fauve et honnêtement éraflées par l'usage. Ses cheveux étaient blond sable, coupés courts en ligne réglementaire, pas de dégradé, pas d'excès et une courte barbe en bois encadrait une mâchoire qui semblait sculptée plutôt que poussée. Une fine cicatrice pâle traversait un sourcil, le genre qui ne guérissait jamais joliment et n'a jamais essayé. Ses yeux étaient noisettes, plats avec concentration, lisant déjà la scène avant que quiconque ne le remarque la lire. Luke s'est arrêté où le béton s'assombrissait avec l'eau et resté assez longtemps pour que le son de la cage s'enregistre pleinement, assez longtemps pour que ses yeux se fixent sur l'oreille cicatrisée à l'intérieur des barreaux et l'associent à un souvenir qui a resserré quelque chose derrière ses côtes. Sa main droite s'est fermée une fois à son côté, réflexe, les jointures blanchissant, puis s'est ouverte de nouveau, les doigts s'écartant comme s'il retenait physiquement quelque chose en lui. Il a inspiré par le nez, lentement, contrôlé, la façon qu'il avait apprise quand réagir trop vite signifiait que des gens mouraient. Ava ne l'a pas vu au début. Il a déplacé son poids, levé son pied et a balancé de nouveau, le coup de pied glissant sur le béton mouillé. La semelle de sa chaussure a effleuré le museau de Boone, assez près pour que Boone recule, l'épaule frappant le métal avec un claquement creux. Avant qu'Evan ne puisse se repositionner, Luke est intervenu, ne se précipitant pas, ne se jetant pas, se plaçant simplement entre le pied levé et la cage, le corps carré, les pieds ancrés. Il n'a pas crié, il n'a pas touché Evan, il est resté debout. Evan a levé les yeux, surpris, puis amusé. « Hey » a-t-il dit, souriant d'un air suffisant, jetant un regard paresseux à l'uniforme de Luke. « Qu'est-ce que c'est? Un truc de héros? » Il a légèrement poussé l'épaule de Luke, testant, cherchant une réaction qu'il pourrait filmer. Luke a absorbé la poussée sans bouger, le poids se posant à travers ses bottes comme un pieu enfoncé dans le fond marin. Boone a regardé de l'intérieur de la cage, les yeux fixés sur Luke maintenant, vif, concentré, comme si quelque chose en lui s'était aligné. La poussée est revenue, plus forte cette fois, et la cage a légèrement basculé alors que quelqu'un derrière elle riait. Boone a glissé contre les bords, les griffes raclant le métal, avec un son qui a fait serrer l'arrière de la gorge. Luke est tombé sur un genou à côté de la cage en un seul mouvement fluide, s'abaissant jusqu'à ce que ses yeux soient au niveau des limites. Il n'a pas passé la main à travers les bords. Il n'a pas saisi. Il a laissé ses doigts raiser légèrement contre le métal froid, un point de référence. Rien de plus. Sa respiration a ralenti délibérément, la poitrine montant et descendant dans un rythme mesuré, et Boone l'a senti avant de le comprendre. Cette présence stable coupant à travers le chaos comme une ligne jetée à travers l'eau agitée. « C'est bon », a dit Luke tranquillement, pas assez fort pour que les téléphones l'enregistrent proprement. Voix basse et égale, plus de souffle que de son. Il n'a pas utilisé le nom de Boone, il n'en avait pas besoin. Le tremblement de Boone s'est apaisé d'une fraction. Sa tête s'est levée juste assez pour rencontrer le regard de Luke, les yeux ambrés se rétrécissant, testant, et puis il a donné le plus petit hochement de tête, à peine un mouvement du tout, comme quelque chose se dénouant profondément dans sa gorge. Autour d'eux, le vent poussait plus fort contre le quai, les mouettes criant au-dessus, le téléphone enregistrant toujours, le métal sonnant encore faiblement du dernier raclement. Luke est resté où il était, un genou à terre sur le béton mouillé, main sur les barres. Boone a pressé bas à l'intérieur de la cage, leurs yeux fixés ensemble,
Personne n'a parlé un instant. Le son de l'océan ait rempli l'espace. Ils ont refusé d'abandonner. Les portes de l'entrepôt le long de la marina de Port Orford se sont refermées avec un cliquetis fatigué, réduisant le vent à un gémissement bas et constant qui pressait contre les murs ondulés comme quelque chose attendant son tour. À l'intérieur, la lumière a changé de caractère. Les bandes fluorescentes bourdonnant au-dessus, blanchissant la couleur et aplatissant les ombres, de sorte que chaque mouvement se sentait exposé. La cage en métal était juste à l'intérieur du seuil, où le béton s'assombrissait de l'eau entraînée. Boone restait plié bas à l'intérieur, respirant superficiellement et mesuré, les yeux ambrés, ne quittant jamais l'homme qui s'était agenouillé à ses côtés quelques instants plus tôt. Luke Merritt s'était levé maintenant, mais il ne s'est pas éloigné. Au lieu de cela, il s'est positionné à un léger angle, ne bloquant pas les lignes de vue, ne défiant pas, se tenant simplement là où Boone pouvait le voir sans tourner la tête, son corps formant un corridor silencieux de sécurité qui ne demandait rien et ne promettait rien à voix haute. Evan Wexler s'est ajusté instantanément, la façon dont les hommes comme lui le faisaient toujours quand un public se déplaçait. Sa voix s'est adoucie, a baissé d'une demi-octave, des mots choisis pour une dénégation plausible plutôt que la vérité. Il a gesticulé vers la cage avec les paumes ouvertes, la posture détendue. Les mêmes cheveux blonds et coupe-vent propres maintenant arrangés pour paraître coopératifs. « Ce n'est pas ce que ça a l'air, a-t-il dit, souriant finement. Nous l'avons trouvé comme ça, propriété abandonnée. S'il le touche, c'est du vol, des dommages, une responsabilité. » Il a dit les mots soigneusement, les goûtant, jetant un coup d'œil à l'uniforme de Luke comme s'il cataloguait un levier. Ses amis se sont tus derrière lui, téléphone toujours levé, mais incliné plus largement mastiquant. « Ah, ça marche maintenant. » Encadrant la pièce plutôt que le chien. Les débuts d'un changement de récit déjà en cours. Luke n'a pas répondu. Il avait appris il y a longtemps que les arguments nourrissaient des pièges, et Evan en construisait un brique par brique. Luke a gardé ses mains ouvertes à ses côtés, les épaules relâchées, la posture neutre. Il ne s'est pas rapproché de la cage. Il ne s'est pas éloigné. Boone restait silencieux à l'intérieur, la tête basse, les oreilles légèrement en arrière, la posture d'un chien qui avait été corrigé trop souvent pour le crime d'exister. Les yeux de Luke ont balayé une fois les faibles marques de corde au cou de Boone, puis sont revenus à Evan, et puis il a regardé au-delà d'Evan entièrement vers l'espace ouvert de l'entrepôt, vers le son de pas approchant qui portait un rythme différent. Maya Collins est arrivée avec le sac d'EMT en bandoulière, les sangles rouges claires contre sa veste bleu marine. Elle avait 27 ans, mince sans être fragile, de taille moyenne, les cheveux bruns tirés en un nœud pratique qui se desserrait quand elle travaillait de longues périodes. Des taches de rousseur saupoudrant son nez et ses joues de toutes les années de soleil côtier qu'elle n'a jamais tout à fait évitées. Son visage tenait le calme qui venait de la répétition plutôt que de l'intrépidité, le genre gagné après trop d'appels où la panique gaspillait du temps. Il y avait une tension à sa mâchoire. Cependant, une ligne qui n'avait pas toujours été là, gravée l'année depuis que le bateau de pêche de son mari n'était pas revenu dans une bourrasque hivernale, la laissant avec des factures, un petit appartement, et une habitude d'avaler l'émotion jusqu'à plus tard. Elle a rapidement cerné la scène, la cage, l'immobilité du chien, les hommes trop propres pour le travail autour d'eux. Ses yeux se sont arrêtés sur le cou de Boone, les marques de corde s'enregistrant comme un diagnostic. Elle n'a rien dit. Au lieu de cela, elle a glissé son téléphone de sa poche et l'a tapé une fois, 2 fois, le réglant pour enregistrer l'audio, son pouce stable malgré le pouls qu'elle sentait derrière ses côtes. Le sourire d'Evan s'est élargi comme en soulagement. « Parfait, a-t-il dit. Médical sur scène, vous voyez. Pas d'urgence. » Il a déplacé son poids, inclinant son corps de sorte qu'il bloquait partiellement la cage de sa vue. Un petit mouvement pratiqué. «
Maya s'est écartée sans commentaire, reprenant la ligne de vue. Elle s'est agenouillée brièvement, pas assez près pour toucher, les yeux au niveau de ceux de Boone à travers les barreaux. Boone n'a pas réagi. Cela, plus que toute blessure, l'a fait inspirer brusquement. Les chiens en douleur plaidaient habituellement. Celui-ci conservait. Le shérif Tom Grady est apparu ensuite, sans hâte. Pas de lumière, pas de sirène, chapeau poussé en arrière sur sa tête comme si c'était une conversation de routine qu'il avait eue trop de fois pour compter. Il avait la fin de la cinquantaine, grand et doux autour du milieu, gris aux tempes, le visage buriné par les années côtières, et des choix qui favorisaient le calme sur la confrontation. Grady avait grandi à Port Orford, appris tôt quelle famille faisait fonctionner les quais et quel nom aplanissait les problèmes. Il s'est arrêté à plusieurs pas de la cage, les mains posées sur sa ceinture, la posture ouverte. « Bonsoir, Ossie », a-t-il dit doucement, hochant la tête à Evan d'abord, puis à Luke. « Qu'avons-nous » Evan a répondu pour tout le monde, son ton poli, déférentiel. Animal trouvé, possiblement agressif. Nous étions en train de le signaler. Il a jeté un coup d'œil à Luke de nouveau. Ce monsieur s'est impliqué. Les yeux de Grady se sont déplacés vers l'uniforme de Luke, se sont attardés sur le velcro vierge, l'absence d'identifiant. « Vous avez une pièce d'identité » a-t-il demandé, voix neutre, puis gesticulant vers Boone sans s'approcher. Chien dangereux. Luke a rencontré son regard. « Il est blessé » a dit Luke simplement. Il n'a pas élaboré, il n'est pas entré dans les questions posées comme des fils. Grady a hoché la tête lentement, comme s'il pesait des options. « Gardons cela ordonné » a-t-il dit, dirigeant déjà la conversation loin de la cage, loin des marques de corde et du métal raclé. Personne n'a besoin de rendre cela plus grand que ce que c'est. C'est à ce moment-là qu'Evan a mis les hameçons. Il a souri de nouveau, amical comme une poignée de main, et a gesticulé vers la porte arrière. « Peut-être parlons-nous dehors » a-t-il dit, baissant sa voix. « Moins de foule. Éclaircissons ce que là en privé. » La porte qu'il a indiquée s'ouvrait sur une cour de service étroite, non éclairée, hors de portée des caméras de sécurité que Luke avait déjà repérées au-dessus du quai de chargement. Luke n'a pas bougé. Au lieu de cela, il a déplacé son poids d'un demi-pas, se plaçant directement sous la bande de lumière fluorescente la plus brillante, son éblouissement lavant le béton pâle autour de ses bottes. Il a levé une main, paume ouverte, non pas vers Evan, mais vers Maya. Un petit signal. Elle a fait un seul pas en arrière, inclinant son téléphone de sorte que la cage et les hommes sont restés entièrement dans le cadre. Le sourire d'Evan a vacillé pendant une fraction de seconde, puis s'est réinitialisé. Le téléphone de Maya a vibré contre sa paume. Un message de son propriétaire a éclairé l'écran. Avis final, service public en retard. Électricité programmée pour la coupure. Elle a dégluti, jeté un coup d'œil une fois à la forme immobile de Boone, puis a verrouillé son écran et a levé le téléphone plus haut. Pousse le stabilisant contre sa poitrine. Deux choses étaient pressées à la fois dans cette ville, et elle en avait fini de prétendre ne pas le sentir. Boone s'est légèrement déplacé dans la cage, un petit ajustement de poids, le souffle s'égalant d'un seul compte. Luke a remarqué, il est resté où il était, les mains toujours ouvertes, la présence ininterrompue. Personne n'a élevé la voix. L'entrepôt bourdonnait, le vent pressait contre les murs. Le shérif Grady se tenait entre les parties, Evan souriant finement, Maya tenant son téléphone prêt, Luke formant une barrière silencieuse, Boone respirant d'une mesure plus stable qu'avant. Pendant un instant, la situation a été suspendue, fragile comme du verre. Puis rien ne s'est passé, et ce rien portait un poids tout son propre. La nuit s'est installée sur Port Orford sans cérémonie, comme le font les nuits côtières, la lumière s'épuisant vite jusqu'à ce que les lampes de la marina s'allument et peignent de longues réflexions tremblantes à travers l'eau noire. Les quais se sont éclaircis, les moteurs se sont tus, et l'odeur est passée du poisson et du carburant de jour au sel froid et à la corde mouillée.
Les lumières de l'entrepôt étaient éteintes maintenant, mais les lampes de sécurité le long de la route de service sont restées allumées. Des cônes blancs durs qui laissaient les espaces entre eux dans l'ombre. C'est là qu'Evan Wexler a ramené ses amis, le rire plus bas, la confiance aiguisée en quelque chose de plus méchant par l'absence de témoins qu'ils pensaient contrôler. Ils ont roulé la cage en métal de nouveau, les roues cliquetant comme des dents lâches, la traînant vers la rampe inclinée qui descendait vers la ligne d'eau où la marée lèche sombre ici et illisible contre le béton. Boone s'est plié plus serré à l'intérieur de la cage alors qu'elle tressautait, les muscles se contractant, non par peur, mais par calcul, ses yeux cherchant le bord de la lumière pour un point fixe. La façon dont une aiguille de boussole cherche le nord. Luke Merritt est arrivé sans hâte. NWTEP A2 assombri par la nuit, bottes couleur fauve trouvant de l'attraction sur le béton glissant sans la chercher. Il avait attendu qu'assez de gens soient proches. Des dockers finissant, un couple s'attardant près de leur camion, un pêcheur solitaire enroulant sa ligne avant qu'il ne bouge. La cage était déjà ouverte quand il l'a atteinte. Le loquet d'urgence relâché sous observation plutôt, fait proprement et correctement, et Boone se tenait libre maintenant, avec le vieux collier en cuir ajusté à son cou et une laisse courte dans la main de Luke. Le corps de Boone semblait plus mince qu'il n'aurait dû l'être, les côtes encore dessinées sous la peau, mais les lignes étaient justes, les épaules pleines, les bosses puissantes, la posture indubitablement canneuse. Luke a placé Boone juste derrière sa jambe gauche, assez près pour que Boone puisse sentir la chaleur à travers le tissu, assez loin pour que la laisse reste lâche, une position de discipline qui cachait et protégeait sans piéger. Boone a posé son poids, les griffes chuchotant contre le béton, les oreilles se levant, les yeux sur la hanche de Luke, attendant. Evan a regardé cela avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il a levé sa main une fois, un mouvement subtil, et un des autres, un grand gamin avec une tête rasée et un tempérament qui n'avait jamais appris la patience, est intervenu sur le côté et a poussé Luke fort aux côtes. Le mouvement était censé paraître accidentel, le début d'une histoire qu'Evan avait répétée. Luke a tourné avec la force au lieu de contre elle. Un petit pivot qui a laissé la poussée glisser au-delà de la ligne centrale. Son avant-bras a traversé le poignet de l'attaquant, ne frappant pas, juste coupant l'effet de levier, et l'épaule du gamin a claqué contre une pile de bacs à poissons en plastique avec un bruit sourd et embarrassant. Boone n'a pas avancé. Il a changé sa posture, son poids s'installant, la queue basse et immobile, les oreilles dressées, attendant le mot qui n'est pas venu. Un autre homme s'est précipité, plus jeune, plus mince, les yeux brillants de courage emprunté, levant une longueur de métal, récupérée du quai, attrapant la lumière de la lampe alors qu'elle montait. Luke a comblé la distance en un seul pas, sa main attrapant l'avant-bras, tourdant juste assez pour que la prise échoue. Le métal a claqué au sol et a glissé sur le béton. Le son a résonné, net et final. Evan a reculé d'un demi-pas, déjà formant sa bouche pour un cri, déjà appelant le shérif comme il l'avait prévu, sa voix portant plus loin qu'elle n'en avait besoin. « Il nous a attaqués », a crié Evan, pointant, la performance visant les ombres où les téléphones pourraient se cacher. Maya Collins se tenait plus en arrière, moitié dans la lumière, moitié dehors, téléphone levé, main stable malgré le tremblement dans ses jambes. Elle avait mis une veste plus lourde, les cheveux plus lâches maintenant, des boucles s'échappant à la nuque, le sac d'EMT toujours à son côté par habitude. Elle a vu la poussée, le pivot, le désarmement, et elle a vu le signal de la main d'Evan avant que tout ne commence. Le mouvement du doigt qui transformait les hommes en accessoires. Son pouce a bougé sans réfléchir, envoyant le clip au stockage cloud, puis de nouveau à un deuxième compte. Redondance apprise à la dure. Son cœur battait comme si elle faisait des compressions sur un patient qui refusait de revenir,
Mais elle n'a pas baissé le téléphone. La respiration de Boone s'est raccourcie, puis s'est stabilisée. Luke l'a senti à travers le couvercle, les changements minuscules, la discipline tenant. Il a gardé sa voix basse, pas tant des mots que la cadence, un rythme que Boone connaissait. Autour d'eux, le quai était devenu silencieux, le genre de silence qui prend du poids. Le sourire d'Evan est revenu, plus mince maintenant, ses yeux papillonnants, calculant les distances, les angles, les sorties. Il a ri une fois, trop fort, et a secoué la tête comme s'il était amusé par un malentendu qui n'avait pas tourné à son avantage. Il n'a pas avancé de nouveau. Il n'en avait pas besoin. Il croyait que le système finirait le travail pour lui. Le moment s'est étiré, puis s'est effondré vers l'intérieur. Aucune sirène n'est venue, aucun applaudissement, juste le vent glissant sur l'eau et le bourdonnement des lampes. Boone se tenait au talon de Luke, le flanc montant et descendant, les muscles tendus mais contrôlés. Evan a reculé, souriant toujours, classant déjà cela sous ajournement. Luke n'a pas poursuivi. Il n'en avait pas besoin. Il est resté où il était. Boone ancré à son côté, la scène se terminant comme elle a commencé, en silence. Le matin s'est venu à Port Orford comme il le faisait souvent, gris et délibéré, l'océan roulant avec une insistance constante qui ignorait tout ce qui s'était passé la nuit d'avant. Le premier appel a atteint Luke Merritt avant que le café ne finisse de couler. Le numéro était inconnu, la voix douce et pratiquée, se présentant comme conseil pour la famille Wexler. Mots empilés proprement en menaces qui ne se sont jamais tout à fait nommés. Agression, responsabilité civile, préjudice à la réputation. L'appel a pris fin et un autre a commencé. Puis un autre, des numéros différents, même cadence. Luke était assis à la petite table près de la fenêtre du motel, Indabout Type 3, plié sur la chaise à côté de lui, bottes alignées sous la table, téléphone plat dans sa paume. Il n'a pas argumenté. Il a pris des captures d'écran les unes après les autres, enregistrant les heures, les noms, les durées d'appel de la façon dont il avait autrefois enregistré les coordonnées et la météo et les résultats quand la mémoire ne pouvait pas être fiable. Quand le téléphone est finalement devenu silencieux, il a écrit une courte ligne dans un carnet. Encre pressée assez fort pour laisser une impression. Contact initié, menace implicite. Aucune admission faite. Maya Collins a lu son message debout dans le couloir étroit devant son appartement. L'odeur de moquette humide et de vieilles peintures s'accrochant à l'air. La vie était scotchée de travers à sa porte. Papier blanc fort contre le bleu écaillé. Loyer en retard. Service public programmé. Sa mâchoire s'est serrée, la même ligne s'approfondissant qui s'était formée l'année où le bateau de la garde côtière est revenu sans son mari. Elle a plié le papier soigneusement, comme si cela importait, et l'a glissé dans la poche de sa veste avant de se diriger vers la clinique près du Cap. Téléphone vibrant de nouveau avec un appel manqué. Elle n'a pas répondu. Quand le shérif Tom Grady a appelé ensuite, l'invitant à venir parler, les mots se sont posés lourdement. Elle est allée quand même. Dans la petite salle d'entretien, elle a écouté la même voix calme, poser des questions qui tendaient vers la commodité. Elle a répondu clairement, puis a signé la déclaration quand il était temps, sa main tremblant juste assez pour décaler la dernière lettre de son nom. Elle l'a remarqué. Elle ne l'a pas corrigé. Dr. Claire Whitman les a rencontrés à la clinique vétérinaire près des Rochers. Un bâtiment bas blanchi par des années de sel et de vent. Elle avait 52 ans, taille moyenne, cheveux blonds cendrés coupés droit au menton pour les avoir coupés elle-même, les yeux vifs mais gentils, d'une manière qui venait de voir trop et de rester quand même. Elle n'a pas demandé l'histoire d'abord. Elle s'est agenouillée, a passé des mains expérimentées le long des côtes de Boone, a vérifié les abrasions à son cou, l'usure inégale de ses ongles. Boone gisait sur la table d'examen avec une dignité fatiguée, respirant superficiellement mais régulièrement, les yeux clignotant une fois vers Luke
et se stabilisant quand Luke restait en vue. Claire a hoché la tête à elle-même. Il est déshydraté, a-t-elle dit doucement. Sous-poids, vieille cicatrice, contact récent avec une corde. Elle n'avait pas besoin de plus. Elle a posé la perfusion, ajusté le goutte à goutte et a parlé par étapes, chacune assez petite pour être tenue. Luke se tenait au bord de la table, les mains immobiles, laissant Boone le voir. Puis a changé Boone dans un harnais tactique noir mat pour le mouvement, ajusté et non marqué, rien pour attirer l'attention. Boone l'a accepté sans protester, la queue immobile, les oreilles s'apaisant d'une fraction. Les appels n'ont pas cessé. Les emails ont suivi. Des mots comme injonction et cesser et s'abstenir sont arrivés habillés en inévitabilité. Luke a tout sauvegardé. Le superviseur de Maya à la station d'EMS l'a appelé dans l'après-midi, voix apologétique, ajustement d'horaire qui l'ont retiré de la liste pour la semaine. Elle est sortie avec son sac plus léger qu'il n'aurait dû l'être, puis est revenue à la clinique où Boone dormait sous une lampe chauffante, une patte arrière tressaillant comme s'il courait quelque part de plus sûr. Luke était assis sur une chaise pliante à côté de lui, le dos droit, les yeux suivant la perfusion intraveineuse. La vue l'a ancré. Elle a fouillé dans sa poche, a sorti la vie de sa porte, l'a regardé une fois, puis l'a libéré de son pli et l'a écrasé en une boule serrée. Elle l'a glissé de nouveau dans sa poche comme une pierre qu'elle avait l'intention de porter sans la montrer. Des gens ont commencé à apparaître sans annonce. Un mécanicien de quai nommé Ray, au dos large et taché d'huile, a déposé une nouvelle laisse et n'est pas resté. Une femme âgée a laissé une couverture pliée sur la chaise et a pressé l'avant-bras de Luke une fois, sa prise étonnamment forte. Un pêcheur a posé une caisse d'eau en bouteille près de la porte et a hoché la tête. Personne n'a fait de discours. Le shérif Grady a remarqué les chiffres, la façon dont la clinique ne se sentait plus vide, et sa voix lors du prochain appel ait perdu une partie de sa douceur. Boone dormait, la poitrine montant et descendant dans un rythme régulier, et Luke était assis assez près pour partager la chaleur sans toucher. Maya se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant l'océan se jeter sur les rochers au-delà du verre. La journée a continué. La petite place près du phare s'est remplie comme les lieux honnêtes le font sans cérémonie. Lumière de début d'après-midi, oblique sur les balustrades peintes en blanc et les bancs patinés, le Pacifique respirant lentement et régulièrement au-delà des rochers. Luke Merritt l'a choisi pour cette raison. Il n'y avait pas de coin où se cacher ici, pas de plafond pour baisser les voix, pas d'ombre assez profonde pour plier un mensonge. Le phare se tenait au bord comme un témoin qui avait survécu à trop de tempêtes pour se soucier de la bravade. Sa peinture écaillée, son verre propre, le faisceau dormant en plein jour, mais implicite. Luke est arrivé le premier. Nbabu est type 3 hour de net contre l'air salant, velcro toujours nu, bottes éraflées par le même béton qui avait essayé de faire glisser les gens. Il s'est penché brièvement contre la balustrade en bois, les yeux sur la marée, puis s'est tourné quand il a senti le poids de Boone se déplacer à ses côtés. Boone se déplaçait maintenant dans le harnais tactique noir mat, ajusté et non marqué, la laisse lâche dans la main de Luke, son pas mesuré comme s'il comptait des coraux, son pelage fauve commençant à montrer un éclat atténué de nouveau sous le revêtement noir, les côtes toujours présentes, mais ne criant plus. Ses yeux ambrés étaient plus doux qu'ils ne l'avaient été il y a des jours, pas détendus, pas confiants, mais plus bloqués à pleine dureté. Il s'est arrêté une fois pour sentir l'air, les oreilles s'inclinant, puis s'est installé au genou gauche de Luke comme si la position n'avait jamais été perdue. Dr. Claire Whitman a regardé de quelques pas en arrière, mains jointes, cheveux blonds cendrés se soulevant dans la brise. Elle avait fait sortir Boone lentement, pas à pas, et maintenant se tenait à l'écart comme le font les bons cliniciens quand le patient a plus besoin de sa personne que de son médecin. Maya Collins est arrivée avec son téléphone entièrement chargé, une batterie portable accrochée à sa veste,
sa posture plus droite qu'elle ne l'avait été toute la semaine, la ligne à sa mâchoire toujours là, mais plus serrée. Elle a pris une place où le soleil n'éblouissait pas son écran, a vérifié le cadrage une fois et a attendu. Les gens ont dérivé à travers la place de la manière ordinaire d'une ville côtière entre les courses. Un couple de retraités s'est arrêté près de la balustrade. Un pêcheur a traversé avec un seau. Une femme nommée Sarah Delgado s'est arrêtée près des bancs. Grande et maigre, peau de couleur olive, cheveux foncés et tirés en une queue de cheval basse striée de gris précoce. Elle tenait le bord du coin et avait appris la retenue à la dure. Après un vol des années plus tôt, a pris son frère et lui a appris que le bruit n'était pas la même chose que la force. Sarah a croisé les bras, les yeux stables, ne disant rien, présente d'une manière qui importait. L'agent Daniel Ruiz s'est garé de l'autre côté de la rue, sans lumière ni sirène, est sorti et s'est penché contre son véhicule de patrouille avec les bras lâches. Il avait le début de la quarantaine, maigre, buriné par le soleil, le look d'un homme qui était resté dans une petite ville parce qu'il croyait que la présence comptait même quand la paperasse le décevait. Il ne s'est pas approché. Il n'en avait pas besoin. Evan Wexler est arrivé le dernier, bruyant de manière prévisible avec un avocat à son épaule et deux amis le flanquant comme une ponctuation. L'avocat avait la mi-quarantaine, cheveux argentés, costume sur mesure qui luttait contre le vent, expression formée à la neutralité. Il a scanné la foule et a froncé les sourcils au manque de mur. Le sourire d'Evan était lumineux et cassant, le même qu'il portait quand il croyait que l'élan se plierait pour lui. « Vous avez appelé ça, a-t-il dit, étendant ses mains. Ici dehors. » Son rire est venu vite, destiné à rétrécir le moment. Luke n'a pas répondu. Il a déplacé un pied de sorte que Boone est resté carré derrière sa jambe, la laisse lâche, et a hoché la tête une fois à Maya. La vidéo a joué sans commentaire, non édité, non dramatisé. Le son du métal raclant a porté d'abord, puis le tapotement sur les bords, puis le mouvement du doigt d'Evan, la poussée, le métal levé, le désarmement. Les téléphones se sont levés sur la place, pas en triomphe, juste pour voir. Le visage de l'avocat a changé par degrés, la confiance s'amincissant en calcul. Le sourire d'Evan a vacillé, est revenu, puis s'est fissuré. Le shérif Tom Grady se tenait au bord de la foule, chapeau à la main, les yeux sur l'écran, conscient que chaque regard se tournait vers lui ensuite. Il n'y avait aucun moyen de s'interposer entre les faits et les témoins maintenant sans être vu s'interposer. Les conséquences sont arrivées tranquillement, comme le font les marées. Daniel Ruiz a avancé d'un demi-pas et a parlé calmement et clairement, esquissant les prochaines étapes sans menace ni fioriture. La paperasse a suivi. Notre ordonnance restrictive a été lue à haute voix. La cruauté animale et l'intimidation de témoins ont été nommées pour ce qu'elles étaient. Evan a protesté une fois, puis s'est arrêté quand la main de son avocat s'est posée sur sa manche et a serré. L'avocat a essayé pour la vie privée, a essayé de déplacer la conversation de côté. La foule n'a pas bougé. Sarah Delgado a déplacé son poids et a dit d'un ton égal « Nous restons ». Ce n'était pas un défi. C'était une déclaration de fait. Après que la place s'est vidée comme elle s'était remplie, lentement les gens retournant à leurs racines. Le téléphone de Maya a vibré avec un message qu'elle n'a pas lu tout de suite. Elle est rentrée chez elle à la place, l'itinéraire familier, le bâtiment silencieux. La vie avait disparu de sa porte. Elle a déverrouillé, actionné l'interrupteur, et les lumières se sont allumées. Elle s'est assise sur le sol, le dos contre le mur, et a respiré jusqu'à ce que la pièce cesse de tourner, ne célébrant pas, juste finissant une longue période de travail qui avait demandé plus qu'elle n'aurait dû. Les jours se sont pliés en routine. Boone a marché le mur de la mer chaque matin avec Luke, s'arrêtant où l'embrun montait, écoutant le ressac, le harnais grinçant doucement. Son pelage est devenu plus brillant par incrément, ses yeux s'adoucissant d'un cran de plus. Un groupe de marche s'est formé sans prospectus ni slogan.
Laisse passer autour des poignets, chaises installées à l'ombre, conversation basse et sans hâte. Boone gisait sous un arbre et regardait, la queue tapant l'herbe dans un rythme lent et régulier, comme une horloge qui mesurait la paix. Luke se tenait à proximité, chapeau bas, mains lâches, le travail de regarder fait sans drame. L'aube a trouvé Port Orford, comme l'aube le faisait toujours. Lumière glissant sur le stock et le bois, mouette se posant, le phare silencieux. Luke s'est penché sur la balustrade de nouveau, NW Type 3 attrapant le premier soleil pâle. Boone assis à ses côtés dans le harnais noir, yeux ambrés sur l'eau derrière eux. Les fenêtres étaient ouvertes, les rideaux tirés en arrière. Les vagues suivaient le temps. Personne n'a parlé. Le matin a dit assez. Parfois, le miracle n'arrive pas avec le tonnerre ou le feu, ou un renversement soudain du destin. Parfois, il vient tranquillement, à travers la retenue quand la colère serait plus facile, à travers le courage quand le silence se sent plus sûr, à travers des gens ordinaires qui choisissent de se tenir où la lumière peut les atteindre. Dans cette histoire, le miracle n'était pas seulement qu'un chien blessé a été protégé ou que la cruauté a été finalement vue pour ce qu'elle était. Le miracle était que la discipline a surmonté la rage. La vérité a duré plus longtemps que le pouvoir et une communauté s'est souvenue qui ils étaient quand ils ont refusé de détourner le regard. Dieu travaille souvent de cette façon dans nos vies quotidiennes, non pas en enlevant chaque épreuve, mais en plaçant la force à l'intérieur de nous au moment exact où nous en avons besoin. Force de choisir ce qui est juste, même quand cela coûte le confort. Force de protéger les sans-voix. Force de rester présent quand la peur nous dit de battre en retraite. Chacun de nous fera face à des moments où nous pouvons passer à côté de la douleur ou nous diriger vers elle. Quand nous choisissons d'avancer avec patience, intégrité et compassion, nous devenons partie de ce miracle silencieux. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui porte peut-être un fardeau silencieux aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez et de quoi cette histoire vous a rappelé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de foi, de courage, de guérison et d'espoir. Et si vous croyez, tapez Amen dans les commentaires comme une prière que Dieu protège les innocents, guérisse les blessés et nous donne à tous la force de tenir quand cela importe le plus. Que Dieu vous bénisse, vous guide et marche à vos côtés dans chaque bataille silencieuse que vous affrontez.